Ça, c'est ma croissance d'1 an. Dans la serre, mon pommier a grandi de ça en 1 an. Tu vois les bourgeons latéraux qui ont outé, qui sont bons, mais le terminal est encore tout vert. Donc ça ne peut pas passer l'hiver, ça va mourir à la fin de l'hiver si ça n'a pas devenu dur. Il faudra rabattre, là tu couperas ici. Ça, c'est des expérimentations pour produire des porte-greffes. Parce que les gens qui produisent des pommiers, ils achètent les porte-greffes. Ils achètent des porte-greffes de Colombie-Britannique ou de la Hollande principalement. C'est dur à produire des porte-greffes. Et moi, j'essaie de les bouturer. Je suis coaché là pour m'aider à faire ça, mais j'ai réussi l'année passée. J'ai commencé à entretenir les vieux pommiers. Beaucoup de gens ont un vieux pommier en arrière de chez eux, puis ils avaient besoin de redonner un peu d'amour aux pommiers. Puis tranquillement, pas vite, je ferais des consultations. Et une grande question qui arrivait, c'était quelle espèce je pourrais planter, quel arbre je pourrais compléter dans mon terrain. Et la question qui venait d'après, c'était où je l'achète. Et il n'y a pas de producteur d'arbres qui sont ornementaux, d'arbres à fruits en Gaspésie. Donc, le besoin était évident. Alors, j'ai mis ça en œuvre, une pépinière. Il y a un héritage pomicole en Gaspésie qui est certain. Et on trouve des pommiers qui ont plus de 150 ans. Des arbres ont été apportés, des arbres ancestraux ont été apportés par des communautés anglaises, acadiens, françaises, etc. Et ces arbres-là se sont croisés les uns les autres naturellement. Et une originalité ici, c'est qu'il y a eu une exode rurale depuis les années 50-60. Les terres ont été délaissées, puis ces pommiers-là se sont reproduits entre eux et sont restés des sauvageons qu'on appelle au bord de chemin. Mais dans d'autres régions du Québec, les terres ont été remises en production, donc ces sauvageons-là, ils ne nous intéressaient pas. Et ici, donc, ça fait 150 ans qu'il y a une expérience qui se fait. Ça fait 150 ans qu'il y a des croisements naturels, et maintenant, il n'y a juste qu'à profiter de ce patrimoine génétique-là pour découvrir des variétés rustiques et locales ici. Donc, il y a eu un savoir-faire qui est en train de renaître. Et un des moteurs pour faire renaître ça, c'est le cidre. Donc, il y a un potentiel pour le cidre, il y a un potentiel pour la pomme de table, mais on ne fera pas de la pomme de table pour compétitionner les pommes qu'on retrouve dans les épiceries. La pomme québécoise du sud du Québec est déjà très bien structurée, fait du très beau travail. On peut avoir des critiques sur l'utilisation de pesticides dans ces systèmes-là, mais on peut être fier de la pomme du Québec quand même. Dans la vie, un être humain soit en lien avec les saisons, quoi. Puis avec la diversité, qu'on ne s'attende pas de toujours avoir une fraise bonne en janvier sur nos tablettes. Puis les pommes, c'est pareil. Donc, on a un potentiel pomme, une diversité à redécouvrir. Nos anciens, ils connaissaient mieux que ça que nous. Vous avez une pomme à geler, une pomme à compote, une pomme à conservation. Tu sais, nous, on a des pommes. Moi, c'est Claudie Carignan. Je viens de Saint-Hyacinthe dans la région de la Montérégie. Et puis, ça fait environ 8 ans que je suis à Gaspé. Et puis, j'ai rencontré François ici à Gaspé aussi. C'est ça, moi c'est François Olivier, je viens de Saint-Bruno, la rive sud de Montréal, Montérégie aussi, pas très loin de Claudie. Ben c'est ça, comme Claudie a dit, on s'est rencontrés ici, par hasard, dans une auberge jeunesse, l'auberge de mon frère qui est installée en Gaspésie. Ben c'est ça, on cherchait, après 1 an à peu près là, qu'on était ensemble, on s'est mis à chercher un endroit où s'installer. On avait envie de vivre un peu de l'agriculture, puis avoir un bel environnement sain. Il y a une belle communauté dans le coin à Douglastown, qu'on avait envie de s'installer ici. Par hasard, on se promenait dans les rangs, puis on a vu une pancarte le camouflée dans les arbres. Ça faisait longtemps qu'il y avait un terrain à vendre, mais qui n'était pas très visible. Fait qu'on a approché un gentil monsieur qui vendait sa terre, mais qui était installé là, dans l'Ouest canadien. Fait que, bref, c'est ça. C'est la partie du champ qui est en bas qui était à vendre. Puis en visitant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une bleuetière en haut du terrain qu'on voulait acheter. On a finalement rencontré les propriétaires de la bleuetière qui étaient sur le point de vendre. Fait que là, on a acheté le tout, puis c'est un magnifique endroit pour démarrer notre projet, là. Il y a un des propriétaires qui est resté avec nous, qui est toujours avec nous un petit peu dans l'entreprise pour nous transmettre les connaissances. Faire la récolte, là, aller chercher des choses qui ont poussé chez nous, puis en faire un repas, c'est vraiment, c'est là que la satisfaction est. Puis aussi, quand on marchait, on vend nos bleuets, puis que les gens sont contents, ils disent « Ah, on avait tellement hâte que vos bleuets arrivent! » Là, c'est quand les fruits sont là, quand les légumes sont là, ben c'est ça la récompense. Puis qu'on en consomme, puis on en partage. C'est vraiment ça qui est le plus le fun. La transformation aussi, puis on essaie de garder beaucoup de légumes qu'on va canner, des bleuets qu'on congèle, puis
tout l'hiver, on consomme nos viandes aussi. Puis, fait que ça, c'est génial. Il y a des producteurs qui ont une logique économique, je dirais, plus conventionnelle, qui veulent croître, etc. Mais il y a aussi beaucoup une question de modèle de vie, de qualité de vie. Et de plus en plus de gens qui viennent ici s'installer, notamment en maraîchage ou en petits fruits, cherchent à avoir un équilibre entre une vie, je dirais, plus traditionnelle, et une production. Et souvent, ils font croître leur production de manière progressive, c'est-à-dire on y met une journée sur un demi-hectare, et puis si ça fonctionne, l'année suivante, on essaie de développer un autre champ d'un demi-hectare. Donc, il y a beaucoup de ces modèles-là de gens qui ne veulent pas faire des très grosses entreprises. Il faut comprendre qu'en agriculture, c'est le domaine où on a le plus d'immobilisation, où on a le plus d'investissement par rapport au retour financier. Donc, un agriculteur qui a par exemple un élevage bovin, il va avoir des millions d'immobilisations, mais il ne va pas avoir des millions de revenus nets à la fin de l'année. Donc, il faut avoir le ghost, si j'ose dire, pour s'engager dans l'agriculture conventionnelle, sachant qu'on va travailler très très fort, qu'on va s'investir lourdement, qu'on va prendre des risques pour des revenus qui ne sont pas toujours à la hauteur. Donc, il y en a qui ont cette énergie-là de prendre ces défis-là, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont des néos, qui ne viennent pas du milieu de l'agriculture et qui veulent le développer autrement, à leur rythme. Ça peut être soit seul, mais ça peut être de plus en plus souvent sous des formes coopératives. On a des bons exemples en Gaspésie de coopératives qui marchent bien, où il y a des synergies entre les producteurs qui sont intéressantes. C'est ça, la bleuetière, elle a 15 ans, donc elle était déjà implantée quand on a acheté il y a 5 ans. Fait qu'on n'a pas choisi en tant que tel la culture du bleuet, mais on était très enjoués parce que c'est un super beau fruit. Tout le monde aime les bleuets. Il y a vraiment un bel engouement dans le coin pour les bleuets, puis ça se cultive bien, puis le climat est bien ici aussi dans la vallée pour le bleuet. Fait que c'est vraiment une belle culture. C'était un beau début de projet. Tu sais, nous, c'est génial, il y a 1000 plants de bleuets, mais on a envie plus de diversité. Tu sais, là, c'est que du bleuet, mais c'est parfait pour démarrer. Après ça, on va planter d'autres choses. On a d'autres champs qui sont en préparation pour planter un verger plus diversifié là, avec des pommes, de la mélange, plein de petits fruits. Puis, c'était comme facile d'arriver ici puis de commencer tout de suite un projet d'agriculture. C'était déjà en place. Fait que c'était comme motivant là, pour nous d'arriver puis que c'était déjà productif. Ben, les deux, je crois, on a déjà travaillé sur des fermes un peu comme moufeurs ou des petits emplois d'été. Mais on n'a pas de formation là-dedans. On apprend beaucoup sur le tas, essai-erreur. On a lu aussi quand même sur l'agriculture. Mais on apprend vraiment à tous les jours. Ici en Gaspésie, on n'a pas accès à tous les grains pour mettons, de l'engrais vert, la nourriture pour les animaux. Il y a beaucoup de produits qu'il faut aller chercher ailleurs. Fait que, encore là, partager les achats comme ça, là, ça l'aide beaucoup pour le transport et tout ça. T'sais, nous, on a chaulé tous les champs il y a une couple d'années. On a partagé, il fallait faire venir un 10 roues rempli de chaux, mais pour nous, c'est beaucoup trop. Mais là, on a fait un appel à la communauté, puis là, les gens étaient intéressés. Puis on a partagé le camion qui est venu faire plusieurs champs. On voit les différentes formes. Actuellement, on a fait un inventaire un peu des différentes formes. Donc, effectivement, les agriculteurs professionnels, ceux qui sont inscrits au MAPAC et qui essayent d'en vivre. On a aussi fait un inventaire de ce qu'on a appelé les producteurs de seconde ligne, c'est-à-dire des gens qui ont fait d'abord des petits élevages ou des fermettes ou des jardins potagers pour leur famille, qui souvent, emportés par leur élan, par leur talent ou par le fait que la famille se disperse, ils se retrouvent avec des surplus. Donc on a beaucoup de producteurs qui ont des surplus disponibles pour la collectivité. Puis après, il y a tous ceux qui, comme moi, comme les gens qui travaillent ici sans doute, se font une parcelle juste pour eux et qui développent des savoir-faire en faisant ça, qui développent le goût aussi des produits. Donc, il y a toutes ces formes-là sont intéressantes. Donc, vous pouvez acheter de la viande, par exemple, à un éleveur professionnel. Vous pouvez aussi vous-même produire des animaux en partage avec d'autres familles. Vous pouvez acheter des œufs à un voisin qui en a trop. Quelques poules, ça fait vite plus d'œufs qu'on peut en manger dans une famille. Donc, toutes ces formes-là coexistent et sont intéressantes pour nous, dans notre optique qui n'est pas que économique, qui est beaucoup d'alimentation locale. Mais on n'a pas un portrait juste de la valeur économique de tout ça. On va avoir une première
idée peut-être avec les marchés publics à Gaspé, où là on essaye de connaître la valeur du panier d'épicerie moyen des gens, quelle est la valeur de leurs achats au marché, et de connaître aussi la valeur approximative des ventes faites par les différents producteurs. Donc on va avoir une première idée, mais c'est très peu documenté. Si on prend le cas de la côte de Gaspé, c'est très clair qu'on était un des territoires les moins agricoles, qui n'avait pas du tout identifié le volet agricole comme une de ses priorités, comme un de ses points forts. On parle du tourisme, de l'éolien, de la pêche, etc. Mais l'agriculture n'était pas ciblée. Et si on se parle franchement, elle avait même été largement délaissée dans l'aménagement du territoire de notre région. C'est pas le cas dans la baie des Chaleurs, c'est moins le cas à Rocher-Percé et en Haute-Gaspésie. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose qu'on voit, c'est qu'il y a un renouveau très, très important. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette question-là de l'alimentation de proximité, à la fois du côté des gens qui veulent produire et à la fois du côté du citoyen mangeur. Ça, c'est la nouveauté qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire que les gens veulent connaître d'où viennent leurs produits, veulent manger des choses saines, veulent retrouver un lien avec le produit. On n'est définitivement pas dans une région de grande culture, avec des grandes céréales, le maïs. On n'est pas non plus dans une grosse production industrielle au niveau de l'élevage. On a quand même de l'élevage, notamment l'élevage laitier ou un peu d'élevage aussi pour la viande. Mais une particularité qu'on a ici, c'est qu'on a un territoire qui est tout à fait propice à faire une culture maraîchère ou de petits fruits. Et entre autres, on a des territoires qui sont très très peu pollués. Ça, c'est un avantage si on veut développer une agriculture saine, pour ne pas dire biologique. On a des atouts là-dessus. Si vous parlez à des très anciennes personnes en Gaspésie, à des personnes âgées qui ont connu l'époque de l'agriculture vivrière, ils vous en parlent comme d'une époque noire où on mangeait de la misère. Et aujourd'hui, on veut revenir à l'idée que la cultiver, c'est pas noir, c'est pas triste, c'est pas moche. Au contraire, c'est vraiment, il y a beaucoup de plaisir à le faire. Donc, on veut inverser cette vision du passé. Ce que je vois, c'est qu'on a une société où on a voulu se faciliter la vie et spécialiser les éléments. Et quand un petit producteur local se retrouvait en compétition avec le sud du Québec ou les États-Unis, avec des produits qui étaient cultivés en masse à des prix bien plus bas, il ne pouvait pas suivre. Il n'arrivait pas à vendre ses produits. Les autres arrivaient, prenaient le marché et ensuite à des coûts beaucoup plus bas. En Gaspésie, on ne peut pas passer outre d'avoir des serres pour avoir une production qui est efficace. On veut de l'efficacité dans nos productions, que ce soit rentable et que ce soit de qualité. Et pour cela, ça nous prend minimalement des structures de serres, c'est sûr. Il faudrait définir qu'est-ce qu'une serre. Si c'est pour produire des serres qui produisent des plants de fraises, des plants de tomates en plein hiver, avec complètement débranchés de la saisonnalité et puis qui utilisent des produits chimiques qui finalement est aussi polluant que les autres modèles, je ne suis pas très intéressé. Si c'est des serres qui font allonger les saisons, des serres solaires passives ou des serres chauffées minimalement, tout le modèle d'Elliott Coleman qui a été développé dans le Vermont, que la ferme 4 temps de Jean-Martin Fortin a repris là, et qui est très, très publicité en ce moment, ben ça, c'est des bons modèles. Oui, il faudrait subventionner l'électricité pour ces modèles de serre-là. Puis spécialement en Gaspésie, on ne peut pas parler de production maraîchère en Gaspésie si on ne parle pas d'une serre.